Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré aux marketplaces. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Alonso qui va animer cette conférence. Avant que nous démarrions, donc une petite précision sur le mode que nous allons adopter pour les questions et les réponses. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation et puis notre intervenant y répondra au fur et à mesure. Pour ce faire, il vous suffit d'activer le volet questions-réponses dans votre logiciel Teams grâce à l'icône qui se trouve en haut à droite. C'est l'icône avec les deux bulles et le point d'interrogation. Moi, je vous mettrai une petite notification pour que vous voyez bien où se trouve le volet questions-réponses. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à David. Bonjour à tous. Donc moi c'est David Alonso, je suis technicien, développeur à la base et donc on va aborder effectivement le sujet des marketplaces, un sujet que je connais plutôt bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir travailler chez Amazon il y a une vingtaine d'années pour le lancement du site amazon.fr. Et à l'époque, il n'y avait pas de marketplace, mais bon, voilà, c'est un sujet que je connais bien. Et aussi d'avoir créé également plusieurs places de marché pour différents clients dans le passé. Hein. Voilà, il y en a quelques-uns d'ailleurs que je pourrais citer. Alors, concernant les marketplaces, les sujets abordés sur les marketplaces, d'abord, qu'est-ce qu'une marketplace? Ensuite, les types de marketplace que l'on peut rencontrer, les business models, le business model de la marketplace de façon générale, comment vendre sur les marketplaces, les critères d'un flux catalogue, puisque finalement le principal chose à connaître, c'est comment on va intégrer des catalogues sur les marketplaces ou places de marché, hein, on utilise les deux termes évidemment, les critères donc de ces flux catalogues qui sont généralement demandés par les marketplaces. Ensuite, un petit topo sur les avantages de la vente sur les marketplaces, mais aussi les limites, les inconvénients qu'on peut y trouver. Également, on va faire une petite aparté sur le dropshipping. Voilà, vous allez voir le rapport en fait du dropshipping par rapport au marketplace et comment utiliser éventuellement le dropshipping pour faire de la vente sur les marketplaces finalement. Alors les dropshipping, vous verrez que on peut aussi ne pas le faire ou ne pas utiliser ce principe sur des marketplaces. Mais voilà, comme le sujet ce sont les marketplaces, eh bien on va utiliser également faire cette petite aparté qui me semblait intéressante. Voilà, avec les avantages et les inconvénients du dropshipping, et on finira par une conclusion, évidemment. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, effectivement, là, c'est avec Nicolas qui interviendra pour vous demander si vous avez des questions entre ces différents sujets. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une marketplace? Alors, la marketplace, donc c'est un site e-commerce sur lequel un opérateur va mettre en relation des vendeurs et donc des acheteurs. L'opérateur étant la marketplace elle-même. Donc, évidemment, le cœur central de la marketplace, c'est l'opérateur, c'est celui à qui appartient cette marketplace. On va citer les noms les plus connus, mais aussi, vous verrez qu'il y a aussi de nombreux acteurs, je ne les ai pas tous cités, mais il y a de nombreuses marketplaces qui sont très spécialisées dans des domaines très différents. Voilà, donc la marketplace agit donc comme un intermédiaire entre le vendeur et le client, d'accord? Les différents types de marketplace, donc là, voilà, c'est un schéma en fait. Donc vous avez l'acheteur, la marketplace au milieu et les différents vendeurs qui sont ici. Voilà. Donc quand vous achetez par exemple sur Amazon. Quand vous achetez sur Amazon, vous pouvez acheter sur Amazon, mais vous pouvez aussi
sans le savoir parfois, hein, même si c'est indiqué, finalement acheter non pas à Amazon, mais vous achetez à un vendeur qui se trouve sur la place de marché. Les différentes places de marché, je commence par les B2C, donc business to customer, hein, donc professionnels vers les clients, vers les particuliers, qui sont pour les plus connus, donc les généralistes, hein, celles qui englobent tout type de produits finalement. Donc Amazon évidemment, mais Cdiscount, la Fnac, Darty, Rakuten, rue du Commerce, Rakuten est anciennement Price Minister, Back Market, très connu également pour tout ce qui est téléphone portable, ordinateur, etc. Et puis eBay, Mano Mano pour tout ce qui est bricolage, fonctionne très bien, La Redoute, et il y en a évidemment d'autres. Mais j'ai cité les principales marketplaces qui existent aujourd'hui sur le marché, en tout cas en France. Ensuite, ce qu'on appelle les B2C plus spécialisés, hein. Alors j'ai cité spécifiquement aussi des marketplaces, hein, de services, puisque ça fait partie des B2C, ça fait partie aussi des types de marketplaces qui existent, donc marketplace de services, marketplace de produits, hein, deux choses différentes. Doctolib étant une marketplace de services dans le secteur du médical, donc qui regroupe énormément de médecins et de spécialistes. Deliveroo, également une marketplace de services, hein, que vous connaissez tous pour la livraison de repas. Il y a du Uber Eats, etc. On aurait pu citer aussi du Uber pour du service, voilà, pour se déplacer. Back Market, donc j'ai recité ici. La Ruche qui dit oui, très connu dans les achats de produits locaux. Bon, voilà, Tentation Fromage, Port de Mont. Au Cadran, c'est une place de marché sur laquelle je suis intervenu, qui est la première marketplace de vente directe de viande, direct producteur, hein, vraiment direct éleveur. Ensuite, les chocolats. Et puis, je cite également la marketplace des commerçants au bois, puisque c'est une marketplace qui existe sur mobile. Et il fallait évidemment que je cite Illico, qui a très très bien fonctionné d'ailleurs pendant le confinement et qui va continuer à fonctionner certainement très très bien à l'avenir. Alors, il existe également les marketplaces B2B, donc professionnel à professionnel. Donc Amazon a sa part de marché là-dessus également, donc c'est ce qu'on appelle le Amazon Business, ça concerne uniquement les professionnels, tout comme Cdiscount a sa partie pro. Alibaba, évidemment, extrêmement connu dans le monde, numéro 1 dans le domaine du B2B, on peut le dire, avec comme principal concurrent justement Amazon. Mais Alibaba est numéro 1 sur la partie B2B. Mano Mano Pro, pareil, et puis vous avez aussi des secteurs comme propriété privée, qui sont également des marketplaces B2B, qui gèrent un réseau de 1500 négociateurs répartis sur toute la France. Voilà pour quelques exemples de B2B, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, mais ce sont les principaux aujourd'hui en France. Alors, il existe également ce qu'on appelle les marketplaces C2C. Les C2C étant donc customer to customer, c'est-à-dire de particulier à particulier. Donc, on voit bien que Vinted, vous êtes soit le vendeur, soit l'acheteur. C'est un particulier qui vend et c'est un
particuliers qui achètent. Idem pour les objets de décoration, Etsy, dans la mode, Vitdressing, mais on peut citer également des particuliers qui louent leur appartement via Airbnb, et même Le Bon Coin, finalement, qui sont des particuliers qui vont vendre sur Le Bon Coin à d'autres particuliers. Bon, je ne parle pas des professionnels, là, on est vraiment sur du C2C, mais Le Bon Coin, voilà, c'est un B2C, c'est un C2C, tout mélangé. Voilà pour les différents types de marketplace que vous pouvez retrouver. Alors, on peut faire une petite pause avant de passer au business model, et si vous avez des questions. Alors effectivement, David, merci pour cette pause question. Donc alors, on n'a pour le moment pas de questions. Moi, je voulais simplement compléter peut-être parmi les informations que tu as données sur les marketplaces B2C. On a également la marketplace portée par les chambres de commerce et d'industrie de Troyes et également de Reims. J'achète en local, effectivement, également en complément. Effectivement. J'achète en local, effectivement, que je vois passer beaucoup sur les réseaux sociaux et qui, effectivement, c'est assez récent, il me semble. Hein. Oui, effectivement, c'est une marketplace qui est assez récente, mais qui se déploie et se développe petit à petit. Et tu as eu raison, on doit effectivement promouvoir également nos marketplaces en local. Alors, concernant le business model. Le business model, comment finalement se rémunère une marketplace? Alors, différentes manières en fonction des marketplaces. Généralement, c'est un pourcentage hors taxe ou TTC sur le prix TTC du produit. Si vous avez un produit que vous mettez demain sur une marketplace à 100 €, TTC, la marketplace, en général, la moyenne va prendre environ 15% hors taxe sur le prix vendu, sur le produit vendu, pardon. Donc, évidemment, ça va vous faire 15 € hors taxe qui va être ponctionné par la marketplace, d'accord, sur un produit à 100 € TTC. Généralement, hein, je dis pas, toutes les marketplaces ont un modèle un peu différent, mais le modèle le plus commun, c'est la commission sur les ventes de produits, alors que ce soit du hors-taxe ou du TTC, peu importe, mais c'est vraiment le principe de la marketplace, je prends une com au passage, d'accord. Après, peuvent s'ajouter des frais, alors un pourcentage sur les frais de livraison, c'est-à-dire que vous avez votre produit à 100 € TTC et les frais de livraison qui se montent à 10 €, pour faire simple, d'accord. Donc là, on va prendre à la fois sur certaines marketplaces un pourcentage hors taxe, donc 15% sur le prix TTC, mais aussi 15% sur le prix de la livraison. Hein, donc on va faire finalement sur 110 €, d'accord. Donc ça, il faut y faire attention parce que évidemment, les coûts de la marketplace ne sont pas négligeables. C'est-à-dire ce que prend la marketplace, c'est quand même une marge, c'est sur votre marge, et elle est absolument pas négligeable. C'est vraiment un calcul à faire de votre côté, de rentabilité, et de voir effectivement s'il est intéressant ou pas de mettre tel ou tel type de produit à ce prix. Hein, d'accord. Alors, vous avez toujours, je fais une petite aparté là-dessus, c'est que le vendeur fixe ses prix lui-même. D'accord. Et à partir de là, même si le vendeur a déjà un site e-commerce, hein, rien ne l'empêche de mettre des prix un peu supérieurs, généralement, sur les marketplaces, de façon à ce qu'il puisse rester rentable. Hein. Mais bon, on verra plus tard, mais il y a une contrepartie à tout ça, c'est qu'effectivement, vous risquez d'être un peu plus cher que la concurrence qui vendrait éventuellement le même produit. Hein. Ensuite, vous avez l'abonnement
qui est proposé généralement en même temps, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez sur une place de marché, eh bien, on vous demande de vous inscrire. Alors, généralement, la première année est offerte, pas toujours, ça dépend. La première année est offerte, et puis après, vous avez un abonnement qui va tourner en fonction des places de marché aux alentours de 30 à 40 euros hors taxe par mois, en plus du reste, en plus des commissions qui sont prises. D'accord? Alors, et j'ai indiqué ou uniquement par abonnement, parce qu'effectivement, alors ça concerne certaines marketplaces un peu spécialisés sur lesquels parfois le business model n'est pas la commission, mais est uniquement un abonnement un peu plus élevé généralement et sur lesquels voilà, la marketplace elle-même compte sur l'ensemble des vendeurs qui vont s'abonner sur la marketplace. Son business model, c'est la récurrence d'abonnements mensuels. Hein, voilà. Actuellement, on a, là, je suis en train de faire une place de marché sur, par exemple, dans le domaine de l'art, où là, on réunit en fait finalement les galeries d'art sur toute la France. Voilà, ça n'a pas encore démarré, c'est en train de se faire. Et là, on est uniquement sur de l'abonnement. Évidemment, entre guillemets, on ne prend pas de commission sur le prix des œuvres d'art, en fait. Par contre, l'ensemble des galeries d'art sont invités à prendre un abonnement pour pouvoir diffuser les œuvres qu'ils souhaitent diffuser sur la plateforme. Donc, le business model, comme je viens de l'expliquer, on a ici l'acheteur, e-commerçant particulier. Alors, on va commencer par la marketplace. Donc, on a la marketplace qui est ici, on a le vendeur qui est vous, par exemple, vous, e-commerçant, etc., importateur, fabricant, etc. Vous allez mettre vos produits donc sur la marketplace, d'accord? Une fois que la marketplace a recueilli vos produits, vous allez pouvoir donc avoir des acheteurs hein, qui vont pouvoir acheter donc les produits sur la marketplace. La marketplace vous rémunère évidemment immédiatement et c'est à vous de faire la livraison auprès de votre acheteur. Hein. Est-ce que c'est clair ou vous avez des questions à propos de ce business model? Alors oui, David, effectivement, on a une question de Marilyn qui nous indique avoir essayé de vendre, enfin de mettre en ligne sur ses discounts ses bouteilles de champagne et elle n'a pas pu le faire puisqu'on lui demandait le code barre et a priori, elle n'a pas de code barre sur ses bouteilles. Alors, on lui demandait des codes barres. C'est un peu curieux parce que généralement, on demande un code EAN hein, ou pour les livres, par exemple, un code ISBN. Donc le code EAN étant le code unique du produit, qui est censé être unique pour voilà, un produit, mais dans le monde entier. Et généralement, dans les catalogues des marketplaces, enfin dans les catalogues qui sont demandés par les marketplaces, on ne demande pas de code barre, on demande généralement un code EAN. Donc, je pourrais vérifier, mais je pense qu'il y a peut-être, Marilyn, une confusion entre code barre et code EAN. Merci David du coup pour cette précision. On peut peut-être demander à Marilyn qu'elle nous apporte un complément d'information dans le volet questions-réponses. Ouais, ce sera intéressant. Le code barre ou est-ce que c'est le code EAN qui lui était demandé? Voilà, sinon pas d'autres questions. Très bien. Alors, comment vendre sur les marketplaces? D'abord, on fait son inscription, c'est-à-dire que si vous souhaitez mettre vos produits à la fois
sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, etc. S'ils proposent en tout cas cette catégorisation pour vous, eh bien, on va généralement s'inscrire de façon manuelle, on va dire, sur chacune des marketplaces et on va devoir effectivement envoyer, transmettre d'une façon ou d'une autre, on verra par la suite comment, les catalogues pour chacune des plateformes. Ce qui reste un peu contraignant puisque autant de marketplaces sur lesquels vous êtes inscrit, autant de comptes à se souvenir, autant de gestion multipliée par X marketplace. Donc c'est possible, évidemment, hein, on peut le faire comme ça, de façon, on va dire, brute et un peu manuelle. Et puis, vous avez sinon une autre possibilité, c'est d'avoir uniquement votre catalogue pour l'ensemble des marketplaces qui vous intéressent. Et là, vous allez passer par ce qu'on appelle un agrégateur de flux. C'est-à-dire que entre les deux, c'est-à-dire entre vous et la marketplace, vous allez avoir des sociétés qui sont spécialisées pour récupérer votre flux catalogue. Ce que j'appelle le flux, ce sont des fichiers tout simplement, en format en général CSV, XML ou TXT. Et vous me dites si c'est trop technique, mais voilà, donc on transmet un catalogue à Sellermania, par exemple, que je connais très bien, qui est un ancien d'Amazon d'ailleurs, et EasyFlux, vous avez Lengo, vous avez d'autres prestataires dans ce domaine-là, et eux vont faire ce qu'on appelle un mapping de votre catalogue, de votre flux, de façon à ce qu'il puisse être transmis directement à X marketplace, avec lesquels eux travaillent, évidemment. Donc, on verra, je crois que j'ai un schéma par la suite, non, je ne l'ai pas mis, et ben on verra, je pourrais vous passer un schéma sur le sujet, on pourrait faire un sujet effectivement sur les agrégateurs de flux, ce que je n'ai pas fait là, mais voilà, vous avez compris le principe. Le principe, c'est je passe par un intermédiaire, cette fois-ci, je n'ai pas X comptes forcément à ouvrir, ou alors même si je les ouvre, bon, peu importe, mais en tout cas, mon catalogue, il est diffusé dans différentes marketplaces. Et alors, il est diffusé comment? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour transmettre votre catalogue, vous avez soit la façon manuelle, qui est de dire je m'inscris et je vais rentrer mes produits à la main dans la marketplace, d'accord? Ou alors, je vais transmettre ce qu'on appelle un flux, un fichier, donc au format soit XLS, donc Excel, CSV, XML, et la possibilité donc de passer également par ce qu'on appelle les API, qui est encore plus appréciable parce que là, la donnée, elle circule vraiment en temps réel. D'accord? Donc, mais le plus généralement, on utilise le CSV pour transmettre du catalogue. Alors, ce que je précise en dessous, c'est que le plus pratique, le plus rapide est d'avoir un site e-commerce dans lequel vous avez l'ensemble de vos produits et à travers votre site e-commerce, vous avez la possibilité de générer des flux. Donc, il y a des modules pour ça. Par exemple, si vous prenez WooCommerce ou PrestaShop, eh bien, vous avez des modules qui permettent de générer des fichiers CSV qui vont ensuite être transmises à des marketplaces. D'accord? Alors ça, c'est si vous le faites, vous, sans passer par des agrégateurs de flux. Maintenant, si vous passez par un agrégateur de flux, c'est encore plus simple, puisque là, vous reprenez le principe du module qui va générer un fichier CSV de votre catalogue, d'accord? Et ensuite, tout le reste, eh bien, c'est l'agrégateur de flux qui va transmettre vos données, qui va mapper tout ça, qui va faire un mapping de votre catalogue et qui va transmettre à la fois Cdiscount, la Fnac, Amazon, etc., etc. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment l'idéal, c'est de passer par ces agrégateurs. Le reste, vous pouvez le faire aussi, hein, générer votre flux CSV sans problème, mais bon, voilà, il faut pouvoir... c'est un peu plus contraignant parce qu'évidemment, il faut surveiller les uns et les autres. Alors que les agrégateurs de flux vous donnent aussi un tableau de bord sur ce qui se passe sur chacune des places de marché. D'accord, tout est vraiment rassemblé au même endroit. L'autre avantage des agrégateurs de flux, c'est également, on imagine que vous avez vendu un produit sur une des marketplaces. Le premier problème qui va se poser, c'est comment j'informe les autres marketplaces que mon stock a descendu d'un cran. C'est-à-dire que si j'ai vendu un produit sur Amazon, que j'en ai 10 en stock par exemple, eh bien si j'en ai vendu un chez Amazon, comment je fais pour finalement informer l'ensemble des autres marketplaces qu'il ne m'en reste plus que 9. Vous voyez, ça c'est vraiment un problème qui peut être résolu évidemment manuellement, qui peut être résolu par vous-même, hein, c'est-à-dire que l'information arrive sur votre plateforme, donc on vous redonne une information qui vous dit attention, il faut enlever du stock un produit puisqu'il a été vendu, et puis de l'autre côté, eh bien, ce flux doit être retransmis à l'ensemble des marketplaces en leur disant bah, il n'en reste plus que 9. Les agrégateurs de flux peuvent le faire également, donc ils sont là aussi pour ça, c'est de recueillir cette information et de faire très rapidement donner l'information aux autres places de marché. Hein. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de passer par un agrégateur pour le faire. Hein. Alors, comme on a vu tout à l'heure avec Marlene, quels sont, bah voilà, quand on demandait un code barre. En général, on ne demande pas le code barre. Mais le code barre, généralement, c'est le code EAN en fait. Hein. Donc, le code EAN, je m'arrête 2 petites secondes sur le sujet. Le code EAN, si vous n'en avez pas, vous pouvez en générer. En général, ça s'achète. Vous avez des sites spécialisés, je pourrais vous passer plus tard des adresses. Vous avez je ne pensais pas qu'on allait aborder le sujet. Donc, on peut générer des codes EAN qui deviennent donc des codes EAN uniques qui n'appartiendront qu'à votre produit. Donc, il y a des sites qui sont spécialisés dans ce domaine de façon à ce que, effectivement, ces codes EAN puissent rentrer dans votre flux et parce que de toute façon, le code EAN, toutes les marketplaces en ont besoin. Je vais vous expliquer après pourquoi. Hein. Alors, quels sont les critères généralement demandés par les marketplaces? Eh bien, évidemment, une référence, la référence unique du produit. Et puis, ce qu'on appelle le parent SKU, et en général, j'ai dit ou et child, c'est-à-dire que c'est le terme utilisé dans les fichiers demandés par les marketplaces que vous retrouverez, donc parent-enfant. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez une paire de lunettes, elle est de tel modèle, voilà. En fait, vous avez une paire de lunettes, elle existe en rouge, en vert, en bleu, d'accord, mais c'est la même paire de lunettes. Donc, on a une référence parent qui est liée à la lunette elle-même, d'accord. Et ensuite, vous avez une référence child, hein, qui correspond en se disant, qui correspond plutôt à la couleur, c'est-à-dire, eh bien, ce produit c'est le même, mais évidemment, il a une référence différente. Hein. On va prendre, je ne sais pas, une bêtise, vous pouvez avoir une référence 100-1 pour la bleue, 100-2 pour la rouge, 100-3 pour la noire, etc. etc. Peu importe. Le sujet, c'est que c'est la même lunette. Et dans votre fichier, il faut effectivement dire j'ai une référence maître, hein, référence parent, ce qu'on appelle référence parent, et les références en dessous, qui sont les références liées à ce produit. Pourquoi?
Tout simplement parce que chez que vous soyez commerçant ou que vous mettiez vos produits sur une marketplace, eh bien, c'est ce qui va servir lorsque vous êtes sur un catalogue, de dire je vais choisir la couleur. Je vais choisir la couleur de ce produit. C'est le même produit, mais il a une référence différente. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais voilà. On peut prendre le même exemple pour des chaussures. Hein. Vous avez une paire de chaussures avec différentes tailles de chaussures. Hein, donc du 38, du 39, du 40, etc. Alors la référence de la chaussure, c'est la même, mais évidemment, c'est la même chaussure, mais en dessous, vous avez différentes références qui sont liées au fait que les tailles sont différentes. Donc le code EN, j'ai mis dans presque tous les cas, mais moi je dirais que c'est dans tous les cas. Hein. Évidemment, vous avez le titre de l'article en général, la description du produit, alors l'URL des images, donc l'adresse où se trouve l'image. Parfois, vous pouvez stocker les images sur la marketplace, mais généralement, on demande l'adresse internet de l'image parce que la marketplace vient chercher l'information sur votre serveur en général. Après, ce qui est important, c'est la catégorisation. Donc, sur votre site e-commerce, vous avez des catégories. Évidemment, sur une plateforme en plus généraliste ou pas généraliste d'ailleurs, eh bien, les catégories sont différentes. Donc, il est important effectivement de transmettre soit vos catégories, soit de faire en sorte que votre flux reprenne les catégories de la marketplace. Alors, en général, on fait un mapping. En tout cas, la marketplace est capable de faire un mapping. C'est un petit passage obligé de dire la catégorie qui s'appelle comme ça chez vous, chez nous s'appelle comme ça, on va les relier, pour faire simple. D'accord ? Et donc, de façon à ce que votre produit apparaisse dans la bonne catégorie sur la marketplace. Alors, en général, on demande le prix de vente hors taxe. Hein. Je précise prix souhaité plus prix le plus bas admissible. Eh bien oui, parce qu'en fait, vous allez donner un prix concernant votre produit. Et puis, on va quand même souvent, enfin pas toujours, en tout cas sur les grosses places de marché, on va vous dire jusqu'où vous pouvez descendre votre prix, finalement. Pourquoi ? Parce que vous allez souvent être en concurrence avec d'autres vendeurs qui vont avoir le même produit. Le Graal, c'est d'avoir des produits sur lesquels vous n'avez pas de concurrence. C'est-à-dire que vous êtes fabricant d'un produit et vous êtes seul maître à bord, vous êtes le seul à avoir ce produit à vendre sur les marketplaces. Ce n'est pas souvent le cas. On a souvent X vendeurs qui ont le même produit à vendre que le vôtre. Hein. Donc, une paire de baskets Adidas, Nike, ce que vous voulez, vous risquez d'avoir la même. D'où, je reviens au code EAN, cette référence de chaussures avec sa taille, etc., eh bien, le code EAN doit être le même. C'est pour ça qu'en fait, le code EAN va permettre à la marketplace de bien identifier le produit et bien aussi montrer qu'il y a X vendeurs qui vendent ce même produit. Et c'est le code EAN qui fait ce travail finalement, qui va permettre de comparer les vendeurs et des vendeurs qui ont des prix différents, ils n'ont pas toujours les mêmes tarifs. Alors pourquoi les prix les plus bas souhaités ? Parce que si vous vendez un produit à 100 € et que vous avez un autre vendeur qui le vend à 99 € et que vous avez dit, bon, mon prix le plus bas c'est 95 €, la marketplace, en tout cas les grosses marketplaces, encore une fois, pas toutes, eh bien, peuvent ajuster votre prix en fonction de la concurrence. Et ça, généralement, ce sont aussi les agrégateurs de flux qui font
ce travail. C'est-à-dire que, OK, le concurrent, il est passé à 99 €, OK, eh bien, on va vous mettre à 98,90 € parce que vous nous avez précisé que il est acceptable de descendre jusqu'à 95. Alors évidemment, on ne va pas descendre directement à 95 €, mais l'agrégateur va vous positionner un petit peu plus bas de façon à ce que vous soyez visible sur la marketplace en tant que meilleur vendeur finalement sur ce produit. Hein. Alors, je fais une petite aparté d'ailleurs en même temps sur ce sujet. Vous allez me dire parfois sur Amazon par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un vendeur a ce qu'on appelle la boîte d'achat? La boîte d'achat, c'est vous avez le produit, vous avez le vendeur et vous avez sur le côté eh bien, la boîte d'achat, c'est-à-dire la box qui vous permet de dire « Ok, j'achète ». D'accord ? Et ça, c'est très important parce que cette boîte d'achat, bah, évidemment, on ne l'a que sur un vendeur. Et pour pouvoir avoir cette boîte d'achat, alors évidemment, ça n'empêche pas les clients de comparer, d'aller voir les autres vendeurs hein, et d'acheter à un autre vendeur. Hein. Mais c'est quand même un gros avantage d'arriver directement sur le produit avec vous en tant que vendeur principal du produit plutôt que d'être dans la liste des vendeurs potentiels de ce produit et donc de faire des clics supplémentaires pour pouvoir éventuellement avoir quelqu'un qui va vous acheter votre produit. Donc là, la boîte d'achat qui se trouve à droite, eh bien, va vous amener directement, finalement le client va prendre votre produit directement dans son panier. C'est très important cette boîte d'achat parce qu'il y a différents critères qui vont vous permettre de l'obtenir. Alors, parmi les critères, évidemment, le prix. Est-ce que votre prix est meilleur que le concurrent? Mais attention, il n'y a pas que le prix, c'est prix plus frais de livraison. Parce que parfois, vous êtes avec un prix inférieur, mais vos frais de livraison sont supérieurs. Donc, ça ne fonctionnera pas bien. En finalité, le produit est vendu plus cher. OK mais le prix n'est pas le seul critère et pas forcément le critère le plus important. Même si ça peut paraître évident, non, ça ne l'est pas forcément. Les grosses plateformes comme sur Amazon, je cite Amazon, c'est ce que je connais le mieux, et très peu d'autres le font, c'est-à-dire ils sont capables de prendre votre marchandise et de le stocker chez vous, enfin pas chez vous, chez eux, hein, dans leur hangar. Donc, si vous mettez une palette de vos produits, moins qu'une palette, hein, ça peut être quelques cartons, peu importe, mais que ces produits sont accessibles directement dans les hangars de Amazon, eh bien, c'est un critère de choix pour Amazon. C'est-à-dire qu'ils vont dire, OK, ce produit, nous, on est sûr qu'il va pouvoir être expédié en temps et en heure. Donc, on va donner une note supérieure à ce vendeur parce que c'est nous qui allons l'expédier et on sait que le produit sera expédié en temps et en heure et correctement, etc. Donc, le fait d'avoir du stock directement chez eux va vous privilégier, vous, en tant que vendeur, par rapport aux autres vendeurs qui vendent le même produit sur la place de marché. Hein. Évidemment, l'autre critère, je m'arrête un peu là-dessus, mais l'autre critère de choix qui va vous permettre d'être tout en haut, finalement, dans le top vendeur, et donc d'avoir cette box, c'est votre notation. Hein. Plus vous aurez une meilleure note et plus, évidemment, la comparaison avec un vendeur qui aurait le même produit mis également en stock chez Amazon, mais qui avait une note moins bonne, bah, évidemment, vous passez devant si vous avez une meilleure note. Hein. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs critères comme ça qui font que vous allez vendre beaucoup plus facilement vos produits. Alors évidemment, la question ne se pose pas si vous n'avez pas de concurrence sur votre produit. Un champagne, par exemple, avec une marque unique, enfin, vous êtes vous-même
le fabricant de ce champagne, eh bien, vous n'avez pas de concurrence. Alors attention, parfois vous pouvez aussi avoir une surprise, des surprises. C'est-à-dire que vous avez forcément dans la vraie vie, on va dire, des distributeurs, et sans que vous le sachiez, parfois vos produits sont sur Amazon. Donc contractuellement, normalement, c'est vous acceptez ou vous refusez que vos distributeurs aillent vendre vos produits sur une place de marché en général. Hein. Je cite Amazon, mais ça peut être Cdiscount, etc. Donc, attention à ça. Parfois, moi, j'ai des clients qui sont surpris de voir leurs produits sur des marketplaces. Hein. Donc ça, c'est pour les fabricants. Hein. Alors évidemment, dans les critères, je continue les critères qui sont demandés dans les marketplaces. Vous avez également évidemment la TVA qui est appliquée, la possibilité de mettre des prix promo hors taxe en précisant la date de début et date de fin de la promo. Donc la marketplace va en tenir compte. Hein. Le type de promotion, est-ce qu'il s'agit de solde, d'une promotion ou autre chose, d'un déstockage, etc. Alors évidemment, le critère, l'un des critères les plus importants, c'est le stock, parce que le stock va permettre à la marketplace d'afficher ou non votre produit, ou d'afficher un produit en indiquant son indisponibilité, en faisant attention à une chose, c'est que vous avez le stock qui peut être en plus, c'est-à-dire au-delà de 0. On va dire que vous avez 10 produits en stock qui sont proposés, sur lesquels vous avez le stock de 10 pièces, par exemple. Et on va avoir une autre information que j'aurais dû remonter d'ailleurs, qui se trouve un petit peu en dessous, qui est le délai de réapprovisionnement. Alors c'est très important le délai de réapprovisionnement parce que si vous avez un stock à 0 et que votre délai de réapprovisionnement il est à 0, d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas précisé que c'est au bout de 3 jours, par exemple. Hein. Eh bien, votre produit va sortir de la marketplace. Elle ne sera plus affichée sur la marketplace. Par contre, si votre stock est à 0 et que vous avez un délai de réapprovisionnement à 3 jours, eh bien, votre produit va rester sur la marketplace en précisant une indisponibilité, mais possibilité de le commander. Alors, soit vous pouvez le précommander, le commander. Certaines marketplaces ne vous proposent pas d'ailleurs le fait de le commander hein, pour autant, mais le fait de préciser le délai de réapprovisionnement est très important quand votre stock tombe à 0. D'accord ? Alors, aussi une petite chose que je n'ai pas précisée, c'est que dans les stocks, vous pouvez également avoir des alertes de stock. C'est-à-dire qu'on va vous proposer de dire, attention, votre alerte, il est à, vous avez 10 pièces, par exemple, et puis votre alerte, il est à 3 pièces. Eh bien, on va effectivement vous alerter qu'il ne reste plus que 3 pièces en stock. Hein. Et donc, dans ce cas-là, c'est juste pour vous permettre de réagir rapidement et d'essayer de remettre du stock chez vous ou de remettre du stock chez Amazon ou autre, de façon à ce que votre produit ne sorte pas de la marketplace. Voilà. Le poids est aussi évidemment demandé, très important, puisque c'est ce qui va définir également le tarif de livraison, bien souvent, et de façon automatique. Hein. Donc, on va se baser au niveau d'une grille, de plusieurs grilles d'ailleurs, hein, puisque la marketplace est en capacité de proposer du Colissimo, du Chronopost, du relais colis, hein, ou d'autres transporteurs, peu importe. Hein.
Donc là, le poids est très important parce que ça va être la base pour pouvoir calculer aussi les frais de livraison. Hein. Alors là, les différents, comment dire, différentes déclinaisons de produits, les tailles, les couleurs, il peut y en avoir d'autres. Hein. Généralement, c'est les plus utilisés. Donc taille, on va avoir ce qu'on appelle en face. Vous allez rentrer votre taille, évidemment, et puis on va avoir ce qu'on appelle une size map, c'est-à-dire que la marketplace va dire, OK, le 39, chez nous, ça correspond à une taille en anglais de temps. Ça va être peut-être transformé pour certains en lettres M, etc., etc. En fait, on va faire la comparaison entre votre information et tout un tas de tableaux en fait qui correspondent à des tailles en anglais, en américain, etc., etc. Hein, donc c'est ce qu'on appelle la size map. Mais ça, c'est la marketplace qui s'en occupe. Vous rentrez la taille, puis après, en fonction de la marketplace, eux préféreront peut-être plutôt que d'afficher un 39, vont peut-être préférer afficher un M. Donc c'est voilà, ça c'est l'affaire de la marketplace. La couleur, pareil. Si vous mettez un bleu ciel dans la color map, ben, ça va être un bleu. Bon, peut-être que parfois dans une marketplace, ils vont différencier le bleu clair du bleu foncé. Mais si vous mettez un bleu cerise, bon, bah, il va falloir préciser est-ce que c'est plutôt là ou plutôt là. Hein. Donc derrière, bah, ça implique qu'au niveau de l'affichage sur la marketplace, si la personne clique sur un bleu clair, voilà les produits disponibles sur du bleu clair. Hein. Donc ça fait vraiment la liaison entre l'information du produit et ce qui est affiché sur la marketplace. Alors après, vous avez parfois la collection qui est demandée, hein, fait partie de telle collection. Bien souvent, évidemment, la marque, on va demander la marque du produit. Si c'est un produit qui est fabriqué chez vous en tant que fabricant, ben, c'est votre marque. Hein, point final. Les délais de réapprovisionnement, on vient d'en parler. Les traductions, alors c'est bien souvent optionnel, mais il faut y penser. Il faut y penser parce que certaines marketplaces qui sont dans X pays, plusieurs pays, je reprends l'exemple Amazon, si vous êtes inscrit sur Amazon, vous pouvez très rapidement vendre également en Allemagne, en Italie, en Espagne, évidemment en Belgique, en Suisse, etc. Et là, c'est très important. Ça, au démarrage, on peut vous le proposer au démarrage. Mais si votre produit fonctionne encore, même en Angleterre, hein, je crois que par défaut, c'est Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne. Bah, et puis bon, francophone d'une manière générale, mais Europe. Je crois que ce sont les principaux. Ensuite, évidemment, si votre produit fonctionne très bien, que vous êtes sérieux, que vous avez une bonne note, eh bien, vous pouvez prétendre à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'Amazon, parfois, va vous proposer, ou d'autres marketplaces vont vous proposer de dire « Ok, vous remplissez les critères suffisamment intéressants pour nous, pour que vous puissiez proposer potentiellement votre produit sur les États-Unis, le Canada, le Mexique, etc. » D'accord ? Voire le voilà, Japon, etc. En général, ça passe pas directement. En général, ils attendent de voir si le vendeur est sérieux pour pouvoir proposer ce type d'élargissement. Après, les politiques changent hein, d'une année à l'autre. Bon, voilà. En tout cas, sur ce que je sais de la façon dont ça se passait chez eux, c'était on attend, on voit si c'est sérieux, et après, potentiellement, vous pourriez proposer vos produits sur les États-Unis, au Japon, etc. Et puis après, bon, la possibilité de mettre d'autres, ce qu'on appelle des attributs, d'autres attributs qui vous semblent intéressants à ajouter sur la marketplace ou en fonction de ce que demande la marketplace. Voilà pour les différents critères qui doivent être contenus dans un fichier que vous envoyez.
Est-ce que vous avez des questions? Alors David, pas de questions pour le moment. On a simplement Marilyn qui nous précise effectivement que ce qu'elle avait compris au téléphone, c'était le code barre, mais peut-être c'est le code EAN dont il s'agissait. Voilà ce qu'elle nous indique. Moi, je voulais m'arrêter un instant sur un élément que tu as mentionné, hein, le fait que les différentes marketplaces exportent leurs API pour qu'elles puissent être intégrées avec d'autres outils numériques type ERP ou type plateforme d'e-commerce. Il se trouve qu'effectivement, on a plusieurs commerçants que nous accompagnons à la CCI 2.3 dans le cadre du programme régional de digitalisation. Et on travaille justement sur cet axe-là dans le cadre de l'amélioration de la performance interne des entreprises. Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus, David, s'il te plaît? Sur le retour par rapport au retour d'information des marketplaces vers les vendeurs? Écoute, sur le gain de performance qu'on peut avoir quand effectivement on est en mesure de pouvoir intégrer directement son ERP ou son PrestaShop avec les marketplaces, quoi. Ah oui, tout à fait. Là, vous avez effectivement un gain de temps qui est considérable puisque le but, l'ultime but en fait, c'est effectivement de tout automatiser, ce qui est complètement faisable, hein. C'est-à-dire qu'on va effectivement transmettre des flux au marketplace via finalement soit son ERP, soit directement à partir de son site e-commerce. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle un cron en informatique, c'est-à-dire que toutes les heures, par exemple, si on parle de fichiers CSV ou fichiers XLS ou fichiers XML, eh bien, on peut programmer son site de façon à ce que toutes les 15 minutes, toutes les demi-heures, toutes les heures, peu importe, eh bien, l'information de son flux est mise à jour, c'est-à-dire que les stocks sont mis à jour, les prix sont mis à jour, etc. Les informations sont mises à jour et c'est transmis de façon automatique directement vers les marketplaces. Encore une fois, moi je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir un e-commerce, parfois même certains, j'en ai connu certains qui avaient un e-commerce non pas pour être visible sur Internet, d'accord? Donc absolument pas visible sur Internet, mais qui utilisaient un e-commerce en interne pour pouvoir simplement traiter des flux et gérer des flux pour les mettre sur des marketplaces. Parce que ça ne les intéressait pas de vendre directement en ligne, aucun intérêt pour eux, mais j'en ai connu vraiment qui faisaient ça. Et ils n'avaient pas envie d'acheter des mots-clés, ils n'avaient pas envie de se faire connaître plus que ça, etc. Par contre, ce qu'ils avaient envie, c'est de faire du business sur les marketplaces en ayant beaucoup de produits à proposer. Et donc, ce qui est très important, c'est d'automatiser tout ça le plus possible et de se dire qu'on envoie du flux, notre machine, notre serveur, il fait un cron, il va récupérer les infos, c'est envoyé directement. Et évidemment, on reçoit aussi des informations de la part de la marketplace qui vont permettre de mettre à jour également votre système, votre organisation, dans votre organisation, qui vont indiquer, tiens, on a vendu tel produit, ça a été, voici le nom du client, etc. Donc, toutes ces informations en retour sont aussi très importantes à traiter, évidemment. Mais encore une fois, si on veut éviter que ce soit trop lourd, je pense que la meilleure solution, c'est de passer par un agrégateur de flux. Les gros vendeurs passent par des agrégateurs de flux. C'est obligé. Quoi ? Alors, effectivement, David, il y a cette solution-là que j'avais notée tout à l'heure, le fait de pouvoir passer par des agrégateurs de flux. Mais effectivement, auprès de nos commerçants, on a aussi un enjeu de minimisation, on va dire, des coûts
Hein. Donc, c'est vrai que la solution de l'intégration directe entre le RP ou la plateforme d'e-commerce et les marketplaces via les API exportés par les différentes marketplaces est la solution plutôt qu'on préconise dans ce cadre-là. Je comprends. Parce que, alors, l'API, c'est encore mieux, évidemment, parce que là, l'API, on est sur du temps réel. C'est vraiment c'est vraiment l'idéal, effectivement. Après, effectivement, je parle de l'agrégateur, mais je ne l'ai pas précisé, mais tu as raison, c'est un coût supplémentaire. Hein, c'est un coût supplémentaire. Alors, certains agrégateurs ont changé quand même leur politique. Avant, ils avaient un pourcentage, pour la plupart. Maintenant, vous avez certains qui prennent un petit forfait, et ça se passe très bien. C'est quand même beaucoup plus rassurant. Mais c'est vrai que quand vous ajoutez encore sur les 15% hors taxes qui sont pris par la marketplace, plus 2,5% qui sont pris par l'agrégateur de flux, plus éventuellement un abonnement, etc. Quand vous ajoutez tout ça, finalement, la marge en a pris un gros coup. Hein. Donc là, effectivement, c'est compliqué. C'est pour ça que je disais en préambule, enfin vraiment au tout début, ce qui est important, c'est de vraiment bien calculer vos marges. Parce que si on n'y fait pas attention, vous allez voir que finalement, vous ne gagnez pas du tout d'argent, voire vous en perdez. Parce que quand on retire mis bout à bout, toutes ces commissions, ces abonnements, etc., plus, je ne parle même pas des développements spécifiques en interne, etc., oui, c'est pas évident hein, de gagner de l'argent, même sur les marketplaces. J'ai connu pour autant, ce que je disais tout à l'heure, alors là, c'était une société qui importait du matériel from China. Hein. Bon, alors eux, ils ne comptent pas en produits, en nombre de produits, etc. Ils comptent en nombre de containers. Hein. C'est-à-dire que par an, ils doivent écouler X containers de produits. Voilà. Donc, effectivement, cette société implantée en région parisienne, eux, ils avaient fait un autre principe, c'est qu'ils avaient une personne pour une marketplace. C'est-à-dire que il y en a un qui était spécialisé sur du Fnac, l'autre sur du Cdiscount, l'autre sur du Amazon, etc., etc. Alors, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Dans le bureau, il y avait 4-5 personnes, c'est tout. D'accord ? Mais la dernière année que je les ai côtoyés, ils faisaient 15 millions d'euros, quoi. C'est assez énorme. Effectivement, David, c'est un exemple à noter, mais c'est vrai que là, les dossiers que nous avons traités en ce moment sur la digitalisation, c'est plutôt des petites structures commerçantes. Hein, oui, et on a ce programme régional qui permet d'obtenir un certain nombre d'aides de la région, notamment sur la partie performance interne, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc, effectivement, l'intégration directe de leurs outils, c'est vraiment ce qui semble être le moins coûteux et le plus efficace pour pouvoir à la fois minimiser les coûts et à la fois leur permettre de pouvoir déployer toute leur offre sur différentes marketplaces. Quoi. Tout à fait. Et sur toute l'Europe et sur plein de marketplaces, effectivement, voire au-delà de l'Europe, idéalement. Hein. Quand c'est possible, effectivement. Alors, on a une question alors, j'imagine que c'est toujours Marilyn, hein, mais c'est une question anonyme, mais je pense que c'est toujours Marilyn. Faut pas le dire, là. Faut pas le dire. Voilà. Pouvez-vous nous donner une marketplace simple à utiliser? Alors, moi, je pense tout de suite à J'achète en local. Hein. Je vois que nos deux collègues de la CCI, Jennifer et Gwenelle, sont connectés avec nous ce matin. Peut-être qu'elles peuvent dire un mot à la fin du webinaire. Et David, qu'est-ce que tu peux répondre à Marilyn sur ce sujet? Alors, évidemment, donc j'achète en local. Il y a la ruche qui dit oui aussi, hein, faut pas l'oublier. On a aussi Illico, donc, alors je sais pas où ils en sont Illico exactement aujourd'hui, mais ce qui est important au niveau de la marketplace, toujours, c'est de choisir des marketplaces qui sont vraiment à votre écoute. C'est très important. Vérifiez, d'ailleurs c'est un sujet hein, que j'aborde plus tard. Voilà, sur du local,
Ce qu'il faut, c'est vraiment faire en sorte que les marketplaces soient à votre écoute, puissent envoyer rapidement vos produits. Ça, c'est un critère important parce que bien souvent, alors là, ça dépend. Non, là, je confonds avec les dropshipping, pardon. Mais sur les marketplaces, bon, à part, oui, la ruche qui dit oui, illico, et puis j'achète en local. Bon, je dois dire que je ne les connais pas encore très très bien toutes, mais l'avantage, par exemple, sur celle que je connais un petit peu, qui est illico, on a ici la personne qui s'occupe de la marketplace, elle s'occupe également d'aller chercher la marchandise chez le commerçant, elle s'occupe également de livrer le client, hein, et c'est fait avec beaucoup de sérieux dans les délais, c'est fait vraiment, c'est vraiment très bien fait. Alors c'est lourd, hein, parce que évidemment, il faut expliquer aux commerçants comment ils doivent se préparer. Il faut que quand le livreur, enfin la personne vient chercher la marchandise, il faut que ce soit prêt. Voilà, au début, c'est un peu compliqué, évidemment, de comprendre un peu la mécanique, parfois, chez certains commerçants. Et puis, une fois que c'est en route, ça y est, ça fonctionne. Et ce qui est important, c'est que le propriétaire de la marketplace amène le plus de services possible au client. C'est vraiment ce qui doit être le cœur du système. C'est informer les clients immédiatement s'il y a du retard, informer les clients sur, voilà, soit par téléphone, soit par email de façon automatique, etc. Mais le service, d'une manière générale dans le e-commerce, le service, c'est le maître mot du business. Il faut apporter tous les services nécessaires pour que le client soit satisfait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement aux questions, mais bon. Oh si, David, je pense que ça donne déjà quelques éléments de réponse. Et c'était bien Marilyn, du coup. Hein, elle nous a mis un petit oui, hein, donc c'était bien elle. Okay. Écoute, il nous reste 25 minutes, on n'a pas d'autres questions, donc tu peux poursuivre, David. Ok, bon là on était rentré un peu dans un truc un peu technique, c'était voilà, quelles sont les informations. J'ai fait un petit listing des types de produits. Voilà, il peut y en avoir beaucoup d'autres évidemment, il y en a d'autres qui sont très spécialisés, là on parle de généralistes, mais voilà les commissions qui sont prises sur les grosses marketplaces, hein, en général. Bon, la moyenne c'est 15%, d'une manière générale, 12-15%. Voilà. Alors, les avantages d'une marketplace. Quand il s'agit évidemment de, quelle que soit d'ailleurs la marketplace, parce que là, si on parle par exemple d'une marketplace en local, l'objectif même de la marketplace, et ça fait partie des services, hein, c'est qu'elle soit visible. C'est-à-dire que son travail finalement, c'est de dire, bon, il faut que j'amène le plus de monde possible sur ma plateforme, que ce soit sur un mobile, sur, je veux dire, en web responsive, que ce soit une application ou sur mon ordinateur. Donc, le premier travail de la marketplace, c'est d'avoir une forte visibilité. C'est pas simple. Il y a beaucoup de... ça coûte très cher, en fait. Et si évidemment la marketplace ne génère pas suffisamment de trafic, ça ne va pas intéresser les commerçants d'aller dessus. D'accord. Et puis, quelque part, les commerçants, de plus en plus, commencent à aussi un peu s'y connaître un petit peu plus, petit à petit, et on ne va pas hésiter à demander à une marketplace, eh bien, OK, donnez-moi vos chiffres, c'est-à-dire combien vous faites de visites par mois, combien de visiteurs uniques par mois, c'est pas la même chose, hein, combien de personnes uniques par mois qui sont arrivées sur votre site internet, combien de vues, le nombre de pages qui sont vues en moyenne sur votre marketplace, etc., etc. Donc ça, vous êtes en droit, vous, en tant que commerçant, de demander ces informations. Et c'est très important de les connaître. Hein. Alors, la forte visibilité, donc,
Premier intérêt de vendre sur une marketplace, c'est en général la puissance de son trafic. Évidemment, sur les grosses plateformes, on va toucher des millions de personnes que vous n'auriez jamais touché parce que sinon, vous allez faire du Google AdWords, et vous allez faire de la pub sur Google, vous allez faire de la pub sur Facebook, vous allez faire de la pub sur plein de supports. Ça va vous coûter une fortune et c'est pas forcément très payant. Votre marge, là, vous allez peut-être pas gagner, vous allez peut-être faire l'économie de 15%, mais pour amener du trafic sur votre site, ça va être énorme parce que il n'y a pas que les 15%. Je veux dire, c'est pas que le coût de la publicité qu'il faut voir, c'est au fait aussi par rapport à votre site internet, par rapport à la marketplace. La marketplace, si elle n'est pas crédible, si elle n'est pas connue, les gens vont avoir peur. Ils vont se dire, est-ce que je peux faire confiance à cette place de marché, etc. Donc, il y a aussi ce travail de confiance à amener. C'est pas simple. Et puis, voilà, il faut être sur des marketplaces qui tiennent la route et faire en sorte que ce soit très rassurant pour l'acheteur. Si vous êtes sur une marketplace qui n'est pas très rassurante pour l'acheteur, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà, donc on a des plateformes qui génèrent jusqu'à 3 millions de visiteurs par mois. Enfin, c'est un trafic énorme et vous pouvez vendre, évidemment. Bon, évidemment, la contrepartie, c'est que vous allez être en concurrence si votre produit n'est pas unique ou si beaucoup de vendeurs ont le même produit. Je me répète un peu, mais si beaucoup de vendeurs ont le même produit, évidemment, vous êtes obligé de descendre vos prix, vos marges vont prendre un coup. C'est la contrepartie un petit peu, c'est que effectivement, c'est très difficile de se positionner. Et donc, vous rentrez finalement en concurrence avec d'autres vendeurs, mais très rapidement. Et la marge, elle peut descendre très très rapidement. Alors, elle va permettre, le fait d'être sur une marketplace, ça va vous permettre de diversifier vos sources de revenus, évidemment. C'est un nouveau canal. Vous allez pouvoir effectivement vendre dans votre magasin peut-être, mais aussi voilà, avec votre distributeur. Puis là, vous avez une autre source de revenus, c'est la vente sur les marketplaces. Alors, ça peut être de la vente, encore une fois, sur du B2C, direct client, mais aussi sur du B2B, donc sur des plateformes spécialisées B2B. Alors bon, voilà, c'est ce qu'on disait, ça vous permet d'anticiper les coûts nécessaires. Donc là, vous savez exactement ce que ça vous coûte par contre. Ça ne sera pas plus, pas moins. Donc si c'est 15%, c'est 15%. S'il y a 39 € à rajouter parce qu'il y a un abonnement de 39 € en plus, vous le savez. Voilà. Donc les coûts, on les connaît par avance. Donc votre calcul, il est simple finalement. D'accord ? Les frais de livraison, tout ça, vous les connaîtrez. Alors oui, on diminue les coûts marketing puisque ce sont des frais que vous n'aurez pas. Voire même les coûts de développement. Parce que finalement, c'est pas très compliqué de proposer des flux à des marketplaces. C'est pas si compliqué que ça en fait. De proposer des flux sur les marketplaces. Et alors tout dépend de ce qu'on appelle développement, si c'est du développement informatique ou développement de votre voilà, de votre trafic ou de développement de votre notoriété. Mais là, on va plutôt partir de notoriété. Mais on va diminuer les coûts marketing, évidemment, parce que tous les coûts marketing, tous les coûts de publicité, c'est la marketplace qui s'en occupe, c'est pas vous. Et c'est vraiment très très important. Donc j'avais mis que le premier intérêt de vente sur le marketplace est par le trafic qu'elle génère. Encore une fois, parce que c'est elles qui investissent des sommes très importantes pour créer ce trafic. Donc ça, c'est votre travail, vous ne le ferez pas. Ce travail-là, vous ne le ferez pas, ou alors si vous avez un site e-commerce et que vous voulez amener beaucoup de trafic, encore une fois, sur votre site e-commerce à vous allez voir, ça coûte très très cher.
Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que sur les marketplaces, eh bien, il y a beaucoup de fonctionnalités techniques de plus en plus. Hein. Donc, les marketplaces s'améliorent tout le temps, de jour en jour, et vous amènent également des statistiques, vous amènent également beaucoup d'outils, de nouveaux outils hein, qui sont très intéressants et qui, évidemment, sont développés en interne, souvent, et qui sont des coûts de développement que vous n'avez pas à avoir hein, en termes de développement, cette fois-ci, informatique. Hein. Ils sont chargés également de, donc évidemment, d'améliorer l'expérience d'achat, la sécurité des transactions, la fidélité des acheteurs. On pourrait rajouter aussi d'être en conformité, évidemment, avec les lois, le RGPD en l'occurrence. Hein. En théorie, vous n'avez pas besoin d'avoir un site e-commerce pour être sur une marketplace. C'est mieux, pour au moins transmettre les flux, encore une fois. Alors, testez le potentiel de votre affaire, vous avez une idée de site e-commerce en tête et vous pensez que ça peut marcher. Pourquoi ne pas tester le modèle avant, durant quelques mois sur une marketplace? Bah oui, parce que vous allez proposer des produits sur une marketplace ou des services, hein, quand il s'agit de marketplace de services, et vous allez voir s'il y a une attractivité ou pas, si ce produit peut fonctionner ou pas, en les mettant sur des marketplaces. Voilà, tout simplement. Ça vous évite de vous lancer dans des trucs voilà, très importants, la mise en place d'un site e-commerce voilà, qui coûterait très cher, etc. La mise en place de votre logistique, etc. etc. Donc, c'est très important. Vous pouvez vraiment essayer de mettre vos produits pour voir si ça marche. Voilà. Ça peut être une idée. En tout cas, dans certains cas, pas forcément dans tous les cas, mais dans certains cas, ouais. Hein. Alors, la garantie des paiements, très important. Les marketplaces garantissent votre paiement. Elles sont payées par le client. Hein. Donc, ils vous rémunèrent. Hein. Alors, certaines marketplaces bloquent un peu l'argent pendant 1 semaine, 2 semaines, ça dépend. Bon, j'aime pas trop ce principe. Il faut évidemment que la rétribution se fasse le plus vite possible. Parce que vous n'êtes pas, quand c'est vous qui expédiez, vous n'êtes pas censé attendre, vous n'êtes pas censé expédier si le paiement n'a pas été effectué. Hein. Alors oui, ça c'est important parce que les risques de fraude, etc. sont, c'est pas vous qui êtes responsable. Alors en général, les sites marketplace, en tout cas les gros sites marketplace, mais voilà, très certainement aussi les marketplaces sur le secteur local sont en général des marketplaces qui sont très très bien travaillés, hein, qui sont très aboutis, compatibles avec les moteurs de recherche, les navigateurs, les différents moyens de paiement. Voilà, donc il y a du marketing. Enfin, on se répète un petit peu, mais c'est tout un travail qui est fait au quotidien, c'est leur travail, vraiment. Alors évidemment, faire connaissance avec une nouvelle audience, hein, donc des personnes que vous n'auriez pas touchées en temps normal ou très peu. Voilà, donc tout ce trafic que les marketplaces sont, encore une fois, là pour vous amener ce trafic. Hein. Bon, des outils professionnels. Je vais passer très rapidement hein, sur ces sujets. Voilà. Écoulez vos stocks. Voilà, si vous avez des produits que vous souhaitez écouler, que voilà, vous ne savez pas comment les écouler, parce que voilà, vous êtes prêt à faire des très bons prix de déstockage, etc. Voilà, c'est aussi une façon, il faut y penser, une façon d'écouler du stock. Voilà. Alors les économies d'échelle, toujours pareil. Hein, donc nouveau canal de vente. Écouler des produits chaque jour, votre valeur auprès de vos fournisseurs augmente.
Ah oui, plus vous vendez de produits et si vous n'êtes pas vous-même le fabricant, plus vous allez écouler de produits de votre fournisseur et plus vous allez devenir intéressant pour votre fournisseur et donc sans doute avoir des meilleures conditions. Hein. Voilà. Donc c'est aussi un sujet sur lequel il est important de réfléchir. Alors, un des avantages, mais tout le monde ne le fait pas, hein, comme je disais tout à l'heure, on a déjà abordé, c'est que sous-traiter la logistique à votre marketplace, souvent, c'est vraiment la chose à faire. Hein. Pour une simple et bonne raison, c'est que la marketplace, elle est sûre d'avoir la marchandise. Et à elle d'être en général, ça fait partie de leur travail, c'est à la marketplace d'être le plus efficace en termes de livraison. Le fait d'avoir le produit en main, d'avoir la commande qui arrive immédiatement, vous avez tout qui se met en chaîne et le produit doit partir dans la journée. Donc, délai de livraison garanti par la marketplace, elle est rassurée. Alors que la marketplace, si vous, en tant que vendeur, pour des raisons X ou Y, vous n'avez pas fait la livraison en temps et en heure, eh bien, à contrario, la marketplace va vous pénaliser. Elle va le savoir. Hein, d'accord ? Pourquoi ? Parce que elle peut le savoir aussi par le client qui pose des questions, le client qui vient se plaindre sur la plateforme, etc. etc. Donc, voilà, cette partie est importante. Il faut vraiment en tenir compte. Hein. Voilà. Et puis, pour certains commerçants, faire de la livraison dans d'autres pays, c'est pas forcément quelque chose dont certains ont l'habitude. Hein. C'est pas, ça peut être comme je disais, ça peut être un casse-tête aussi pour le commerçant. Hein. Voilà. Vendre à l'international, évidemment, ça c'est un des avantages principaux de la marketplace, quand ce sont des marketplaces à grande échelle. Hein. Mais peu importe, hein, vous pouvez avoir aussi des marketplaces qui sont nationales dans différentes villes, etc. C'est déjà pas mal. Dans ce cas-là, évidemment, vous devrez traduire vos fiches produits vous-même en général. Ce n'est pas la marketplace qui va le faire à votre place. Hein. Voilà, va faire vérifier vos coûts logistiques et s'assurer d'avoir en interne donc la capacité de répondre dans la langue de l'acheteur. Parce que le service client, c'est aussi très important. Hein, très important. Voilà. Donc, j'aborde très rapidement les limites. Hein. Parfois, les limites de la marketplace, bon, il n'y en a pas tant que ça en fait, mais elles sont quand même pas négligeables. C'est-à-dire que une marketplace généraliste, si vous êtes sur, je donnais un exemple sur un produit qui est très spécialisé, comme du matériel de pêche, etc., eh bien, vous allez, vous, en tant que professionnel de la pêche, avoir des catégories, des choses qui semblent normales à utiliser comme terme et retrouver sur un site e-commerce traditionnel. Évidemment, sur une grosse plateforme, on ne va pas avoir ce genre de choses. Ça va être vraiment mis dans une rubrique, une sous-rubrique, et puis voilà. Ça va être, ouais, ça va être moins bien rangé, on va dire. Hein. Et on ne sera pas du tout dans un univers de pêche. On sera dans un univers voilà, un peu généraliste. Hein. Très rapidement, oui, ce qui est gênant souvent pour certains commerçants, c'est le mélange des produits, des neufs, d'occasion, etc. Bon, pour d'autres, c'est pas gênant. Hein. Je passerai rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Évidemment, le gros souci sur les marketplaces, c'est la forte concurrence. C'est vraiment le gros truc. C'est vraiment le truc sur lequel, voilà, sur un même produit, vous pouvez avoir 50 vendeurs. Vous allez en avoir toujours un qui va casser le prix au maximum, ce qui fait que vous n'allez pas le vendre, ce produit. Parce que l'acheteur, évidemment, il va aller souvent moins cher. Hein.
Alors, la concurrence avec la marketplace elle-même, c'est important qu'on en parle parce que les gens ne savent pas que, évidemment, la marketplace, en général, eh bien, elle est au courant de ce qui se passe sur sa marketplace. C'est-à-dire qu'elle a toutes les statistiques, à savoir quels sont les produits qui sont les plus vendus sur sa propre marketplace. Et si on voit qu'effectivement, et si la marketplace voit qu'effectivement, il y a un de ces produits qui sort du lot, qui fait un bond incroyable en termes de vente, etc., c'est le premier à informer. Donc, c'est potentiellement la marketplace qui va devenir votre concurrent. Elle ne va pas se gêner pour aller acheter les mêmes produits, voire chez les mêmes fournisseurs ou chez d'autres fournisseurs, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de quantité, donc plus d'avantages financiers en termes de tarifs, et venir directement vous concurrencer dans sa propre marketplace. Okay, ça arrive tout le temps. C'est leur business aussi. Hein, ok. Et puis bon, le client ne vous appartient pas sur la marketplace. Alors évidemment, vous allez recevoir une commande. Vous savez où habite votre client. Alors, ce que font les vendeurs, même si c'est un peu limite, hein, eh bien souvent dans le carton, ils vont mettre une publicité, ils vont mettre un numéro de téléphone, ils vont mettre, bon, évidemment, ils mettent leur facture. Donc toutes ces informations qui sont là, c'est pour essayer de détourner l'acheteur et de le rendre client direct, hein, du commerçant. Hein. Donc ça, c'est courant, hein, c'est extrêmement courant. En principe, par contre, la marketplace ne vous donne pas l'adresse email, par exemple. C'est l'information sur laquelle vous n'avez pas, mais que vous pourrez réclamer plus tard si vous êtes en contact avec cette personne. Voilà. Mais bon, voilà, c'est très courant que les. Je sais pas, je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter le dropshipping. On va essayer de faire vite. Qu'est-ce que le dropshipping? Ouais. Peut-être David, si effectivement il nous reste là 3 minutes, peut-être tu peux terminer sur ça. Ensuite, on aura Justine qui est chargée de mission à la CCI sur J'achète en local qui souhaitait dire un petit mot sur le sujet. Ouais. Et puis David, on te laissera le mot de la fin pour conclure du coup. Ok, très bien. Alors, le dropshipping, la différence avec le dropshipping, c'est du e-commerce, hein, pareil. Je vais fournir un schéma. Donc, au niveau du dropshipping, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez vendre, par exemple, des produits sur votre site e-commerce, mais une fois que l'achat est effectué, le fournisseur, lui, eh bien, chez lequel vous allez acheter ce produit, hein, finalement, au prix grossiste, au prix fournisseur, eh bien, c'est le fournisseur qui va livrer le client. C'est-à-dire que vous n'avez pas de stock. D'accord? Donc, vous pouvez très bien avoir un site e-commerce avec plein de produits. D'accord? Une fois qu'il y a une commande, soit de façon automatique, soit de façon manuelle, vous passez la commande chez votre fournisseur et vous donnez l'adresse de la personne à qui ça doit être livré, évidemment, et le fournisseur va directement envoyer le produit. Vous ne voyez pas le produit passer finalement, vous prenez votre marge au passage. Voilà. Donc vous êtes juste un intermédiaire et voilà, ça fonctionne. Alors attention, il y a des plateformes plus ou moins sérieuses, c'est plus ou moins facile, il y en a des très bien, dans différents domaines, la mode, etc., etc. Je vais juste en citer une. Moi j'ai Brand Distribution par exemple qui est génial. Ils font beaucoup de marques, ils font voilà, et sur lequel ils ont également beaucoup d'outils. Ils ont tout compris en fait à la façon de fonctionner. Si vous vraiment demain vous voulez faire une plateforme et vendre énormément et avoir énormément de vendeurs qui prennent vos produits pour les vendre sur des marketplaces, eh bien c'est ce type de principe qu'il faut prendre parce que eux par contre c'est gagnant pour eux. Ils ont des milliers et des milliers de vendeurs. Hein. Bon, évidemment en finalité ces produits se retrouvent sur les marketplaces. Et donc, ils sont tous en concurrence sur les marketplaces. Mais bon, le grand gagnant, c'est celui qui a fait cette plateforme. Voilà. Donc, voilà,
voilà, ils fournissent beaucoup d'outils. Leur travail, c'est également de fournir beaucoup d'outils, de faire de la synchronisation automatique, des temps multilangues, multidevises, pouvoir livrer quasiment partout dans le monde. Enfin, voilà, c'est vraiment un super truc. Mais attention, c'est pas non plus comme ça qu'on devient un millionnaire, hein, parce que il y a aussi beaucoup comment dire, de personnes, hein, qui viennent, même des auto-entrepreneurs, etc., qui viennent se fournir sur ce type de plateforme, vendre sur des marketplaces, mais en fait, vous avez des milliers de personnes qui font la même chose. Donc, pas facile de gagner de l'argent, finalement, avec ce système. Voilà. Hein. Voilà, dropshipping, facile à mettre en place, peu d'investissement, pas de gestion de stock ou d'envoi. Vous avez juste l'information à fournir soit sur votre site, soit sur des marketplaces. Et voilà. Les choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est choisir les fournisseurs fiables. Et puis attention aux délais de livraison qui sont proposés, parce que ce n'est pas vous qui expédiez, c'est évidemment le fournisseur. Donc, vous avez des fournisseurs qui sont extrêmement longs et ce n'est pas la coutume en e-commerce. Bon, à partir du moment où le client est prévenu que ça prend 15 à 30 jours, ok, ça passe. Mais si ça prend au-delà, ou qu'ils sont encore en retard malgré tout, vous, par contre, vous allez être complètement pénalisé. Ok. Bon, ben voilà, conclusion. On laisse la main. Ou je fais la conclusion avant ou après, je ne sais plus. Bah, écoute, David, c'est comme tu le souhaites, tu peux conclure, mais on te laissera de toute façon, comme à notre habitude, toujours le mot de la fin. Hein, ça, c'est la tradition des webinaires. Ok. Bon, bah allez-y alors. Alors, ben, écoutez, je laisse la parole à présent à Justine, qui va nous dire quelques mots sur J'achète en local, puisque c'est son dada au quotidien. Oui, que je ne connais pas très bien en fait. Hein. Ah ben voilà, c'est pour ça que je lui ai demandé d'intervenir. Ça sera un plaisir de vous rencontrer. D'accord, bah, bonjour à tous. Donc, je me présente, moi je suis Justine, je m'occupe de la communication de J'achète en local, mais aussi de l'accompagnement de l'inscription des commerçants sur cette plateforme. Donc J'achète en local, c'est une marketplace donc locale qui a été créée par la Marne il y a maintenant 1 an, donc avant le premier confinement. Et donc nous, on a rejoint cette initiative au mois de décembre, à peu près novembre-décembre. Donc actuellement, nous avons une 60aine de boutiques sur la plateforme, de commerçants, de producteurs et d'artisans purement au bois. Donc il y a un peu de tout. Il y a des producteurs qui vendent leurs marchandises de la ferme. Il y a des commerçants un peu partout dans l'Aube. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est gratuit jusqu'au 31 décembre de cette année. Et donc après, on va mettre en place un prix, mais on n'a pas encore très bien défini tout ça. Mais de toute façon, le commerçant qui s'inscrit maintenant et qui souhaite ne pas payer dès le 1er janvier, il peut se désinscrire de la plateforme sans souci. Donc le commerçant, il crée sa boutique, donc il est totalement autonome. Il met en place ses produits sur sa boutique. Il fait sa communication, mais nous, on est là pour les suivre, les aider à s'inscrire, à mettre des produits s'il y a des problèmes même de logistique. Nous, sur nos réseaux sociaux, donc on a un Instagram et un Facebook, donc J'achète en local-aube. Et on met en avant les commerçants, par exemple, pour les journées telles que la fête des grands-mères, la fête des mères, la fête des pères, enfin un peu de tout. Et donc, on met en avant des commerçants qui pourraient répondre à la demande de ces jours-là, donc par exemple des fleuristes, etc. Voilà, un peu. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller faire un tour sur J'achète en local. Et bien sûr, dessus, vous trouverez un moyen pour nous contacter si vous souhaitez, si vous avez plus de questions ou si vous souhaitez vous inscrire. Il n'y a pas de souci, nous on répond à vos questions. D'accord. Eh bien, merci Justine pour ces précisions. Ce qui effectivement est à noter, hein, on a parlé, David, tout à l'heure du programme régional de digitalisation. Hein, dans le cadre de ce programme, il arrive très fréquemment
que dans le cadre du travail sur le design des offres et puis le déploiement justement des offres de services, on puisse solliciter des financements régionaux pour pouvoir déployer l'offre sur J'achète en local ou sur d'autres marketplaces. Donc ça, c'est très important à noter pour nos commerçants. Et puis peut-être ce qu'on peut dire au-delà d'une simple marketplace, J'achète en local, c'est aussi un projet territoire sur l'économie circulaire et puis les filières courtes. Donc ça, c'est très important à noter, il me semble. Voilà, David, on te laisse le mot de la fin. Oh bah oui, tout à fait. Bah écoutez, il faut vraiment différencier deux choses. Il y a effectivement les marketplaces comme J'achète en local, ICO, etc., qui sont très proches des clients. L'avantage, c'est que voilà, c'est vraiment, c'est pas du tout la même chose en fait que des marketplaces généralistes. Le principe est quasiment le même, on va dire, mais techniquement peut-être. Mais après, vous avez effectivement, les généralistes sont, voilà, ce sont des grosses machines généralement, et puis voilà, là, il y a une proximité qui est différente, qui est effectivement présente sur J'achète en local. Voilà, il y a beaucoup plus. Ouais, c'est vraiment ce qui différencie les grosses plateformes des plateformes effectivement en local, et c'est plutôt une bonne chose. Donc certaines de mes remarques ne concernent pas évidemment les marketplaces qui font du travail en local. Donc, moi, en conclusion, je dis simplement les ventes sur les marketplaces et le dropshipping donc présentent effectivement beaucoup d'avantages. Ceci pourrait laisser penser que cela représente la solution ultime pour vendre en ligne en limitant les risques tout en gagnant beaucoup d'argent. Bon, cependant, c'est pas aussi simple, évidemment, puisque les marges ne sont pas toujours au rendez-vous. Voilà, il y a plein de choses juridiques à faire attention, il faut faire attention à beaucoup de choses, mais voilà, il y a moyen de se faire voilà, un complément de revenus ou un complément de business, un complément de vente qui n'est pas négligeable, et en fonction de plein de critères, du produit, voilà, de la plateforme elle-même, etc. Donc, oui, intéressant, mais voilà, on n'est pas forcément sur l'Eldorado. OK ? Eh bien, merci David pour cette conclusion. Donc, vous avez bien noté, c'est pas la marketplace va pas révolutionner votre business, mais va pouvoir quand même vous donner un large coup de pouce pour développer votre chiffre d'affaires. Et puis, Marilyn nous indiquait également dans le volet questions que Justine, elle va te contacter. Voilà, donc tu auras un contact de Marilyn. Donc, moi, je voulais vous remercier tous d'avoir participé aujourd'hui en direct à ce webinaire, et je vous donne rendez-vous le 9 avril pour notre prochain webinaire sur le thème de la 5G, autre sujet essentiel. Merci David, merci Justine. Merci à vous. Et merci à tous. Merci à vous, au revoir. Au revoir.